Bienvenue dans AfriConnect, le débat. Le 25 juillet, les Tunisiens seront invités à dire si oui ou non ils souhaitent une constitution pour remplacer celle de 2014 et basculer dans le même temps vers une troisième république. Ce projet du président Kais Saied vise, selon lui, à sortir le pays du désenchantement post-révolution. Entre désenchantement et promesses, le peuple tunisien joue son avenir. Alors doit-il craindre un retour au régime présidentiel? On en débat avec nos invités. On se connecte depuis Tunis avec eux. Adnan Limam, politologue, ancien enseignant universitaire spécialisé dans les affaires politiques et constitutionnelles. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France dans AfriConnect, le débat. Bonjour et merci à vous aussi. Avec nous également Hatem Nafti, qui est essayiste, auteur de La Révolution à la Restauration, Où va la Tunisie aux éditions Rive-Neuve. Et puis à venir, un autre ouvrage, ce sera en octobre, Tunisie vers un populisme autoritaire, toujours aux éditions Rive-Neuve. Bonjour à vous et merci d'avoir également accepté notre invitation dans AfriConnect, le débat. Alors d'abord cette question, puisque le référendum il est prévu le 25 juillet, c'est le premier anniversaire du jour où le président Kais Saied s'est arrogé tous les pouvoirs en suspendant le Parlement avant de le dissoudre. Est-ce que c'est symbolique ou pas, Hatem Nafti? Oui, alors le président est un petit peu obsédé par les dates symboliques. À chaque fois qu'il a une annonce importante, il l'a fait un jour qui a une symbolique. Le 25 juillet étant par ailleurs la fête de la République, donc c'est une commémoration de la déclaration de la première République tunisienne, le 25 juillet 1957, et il a choisi cette date-là, qui a coïncidé avec des manifestations l'année dernière, pour faire son coup de force. Et donc, à chaque fois qu'il fait une déclaration importante, on a eu aussi une déclaration le 20 mars qui correspond à la date de l'indépendance, le 20 mars 56, l'indépendance du protectorat français. Et donc oui, le choix de la date n'est absolument pas anodin. D'ailleurs, les élections législatives sont prévues le 17 décembre, qui est la date du déclenchement de la révolution tunisienne en 2010. Adnan Limam, c'est une manière pour Kais Saied de frapper fort le 25 juillet, cette date? Oui, bien évidemment. Il choisit les dates selon leur signifiant historique et peut-être constitutionnel. Mais il faut toujours rappeler que, disons, le coup de force, entre guillemets, qu'il a fait le 25 juillet a été approuvé par une très très large majorité de la population. Donc il faut toujours relativiser et mettre les choses dans leur contexte et dans leur sillage. Et il faut toujours revenir aussi aux causes profondes qui ont amené cela, parce que s'il s'agissait d'un coup d'État, entre guillemets, comme l'on accuse ses détracteurs, il y aurait eu des réactions de la part de la population, de la part des principales composantes des autorités de l'État. Donc, il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Voilà. Ouais, Hatem Nafti, vous considérez, vous, que ce coup de force est un coup d'État? Alors, il y avait un ordre constitutionnel qui a été mis à mal. L'article 80 utilisé par le président Kais Saied requiert que le Parlement continue d'exercer et que le gouvernement ne fasse pas l'objet d'une censure. Donc, quand on va quand on met deux chars d'assaut devant le Parlement pour empêcher les parlementaires de siéger, on peut se poser la question sur l'intérêt ou pas de le faire. Effectivement, on était dans une situation extrêmement compliquée, mais je suis désolé, on m'a appris que utiliser la force pour mettre à mal l'ordre constitutionnel s'appelait un coup d'État. Après, on peut encore une fois discuter des tenants et des aboutissants. Effectivement, le fait d'avoir gelé le Parlement a donné lieu à des scènes de liesse le 25 juillet. L'histoire est un petit peu plus compliquée par la suite parce que autant les gens ont applaudi, beaucoup de personnes ont applaudi ce qui s'est passé le 25 juillet, autant ce soutien ne fait que s'étioler. La dernière fois où le peuple a été
disons, sollicité pour donner son avis, à savoir une consultation électronique qui a duré 2 mois, elle a à peine mobilisé moins de 5% du corps électoral. Donc on ne peut pas dire que les gens qui ont applaudi ont donné un blanc-seing au président de la République. C'est une façon bien étrange de présenter les choses. Après, encore une fois, un coup d'État, ça a une définition juridique. Je pense que ça correspond à ce qui s'est passé. En Égypte, il y a eu un coup d'État en 2013, applaudi par plus de 30 millions de personnes. Il n'en demeure pas moins que c'était un coup d'État. Alors, à quelques encablures, justement, du référendum constitutionnel prévu le 25 juillet, cet imbroglio qui vient semer encore plus le doute sur les intentions de Kais Saied. Le texte présenté avant le scrutin diffère quelque peu de celui rédigé par une commission sous la houlette de l'ex-doyen de l'Université de droit de Tunis, Sadok Belaïd. On voit cela avec Bassem Chebi, notre reporter à Tunis. Alors que les Tunisiens découvraient encore les fondements de cette nouvelle constitution, la publication au journal Es-Sabah de la version originale du projet est venue tout chambouler. Un document accompagné d'une déclaration choc signée Sadok Belaïd, ex-doyen de la faculté de droit de Tunis. Il cite « Il est de notre devoir d'annoncer avec toute la force et la sincérité que le texte qui a été publié n'est pas lié au texte que nous avons préparé et soumis au président. » C'est un désaveu d'autant plus cinglant qu'il émane d'une personnalité réputée comme proche du président Kais Saied et qui a entraîné en quelques heures une rupture de stock du quotidien à travers tout le pays. Belaïd ne cache pas son inquiétude. Selon ce juriste, le texte présidentiel présenterait de graves risques ouvrant la voie à un régime dictatorial, ce qui a poussé l'ex-doyen à se désolidariser officiellement ainsi que son équipe du projet de l'homme fort du pays. Écoutez. Le texte émis par la présidence de la République porte atteinte à l'identité de la Tunisie et ouvre la voie à une dictature en attribuant tout le pouvoir au président de la République. D'autant plus qu'il comporte un retour suspect à l'article 80 de la Constitution de 2014, à propos du péril éminent, à travers lequel le président se garantit des prérogatives élargies dans des conditions qu'il définit seul, ce qui constitue un prélude à un régime dictatorial. Sadok Belaïd dénonce en outre l'effacement de l'identité nationale, l'organisation incomplète et floue de la Cour constitutionnelle ou encore l'absence de la dimension économique et sociale du projet, aspect pourtant très détaillé dans la version de la commission en charge de l'écriture de cette constitution. Alors que la lettre de l'ex-doyen de la faculté de Tunis, devenue virale en quelques heures sur les réseaux sociaux, le chef de l'État en visite à Alger pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie n'a pas manqué de réagir au scandale. Plus habitué à ignorer critiques et rumeurs, le président Saied a surpris les Tunisiens en publiant très tôt le matin une réponse pour rassurer son peuple et mettre en garde ses détracteurs. Écoutez. La constitution qui vous est proposée reflète l'esprit de la révolution et ne porte aucunement atteinte aux droits et aux libertés. À ceux qui prétendent que ce projet conduit à un déséquilibre entre les pouvoirs, c'est qu'ils n'ont pas bien regardé l'histoire, ni lu cette constitution. L'équilibre n'est pas rompu par des textes, mais par un parti ou une coalition qui domine toutes les structures de l'État. Le locataire du palais de Carthage ne semble laisser aucune place possible au débat, quitte à susciter davantage la colère et la méfiance de ses opposants. À 2 semaines du scrutin, le président tunisien semble plus que jamais confiant et déterminé à mener son projet à terme, quitte à opérer un passage en force pour que soit adoptée sa nouvelle constitution si la séduction échouait. Alors, 2 versions du texte, celle présentée donc par la présidence tunisienne, pas tout à fait visiblement conforme à l'original pour Sadok Belaïd. C'est une dictature qui attend les Tunisiens, Dan Limam. Ça, c'est l'opinion du doyen Belaïd, qui était le président du comité chargé de présenter un projet de constitution. Mais il faut toujours rappeler les évidences. Seul le président de la République a qualité pour présenter au peuple un projet de nouvelle constitution. Le doyen Belaïd, qui est un éminent constitutionnaliste, certes, a ses propres référents et ses propres valeurs et sa propre vision des choses qui ne correspond pas nécessairement, d'une part, avec l'écrasante majorité des membres qui composent les 2 comités qui ont planché sur le projet de constitution, d'autre part, avec le président de la République. D'autres membres de la commission, dont le doyen des avocats,
Maître Boudelbel a clairement dit que la majorité des membres du comité chargé, des deux comités chargés de préparer le projet de constitution approuvent le projet présidentiel, le projet présenté par le président, et se fondent dans cela sur le fait qu'il y a des éléments que le président prend en compte et qui ne se recoupent pas nécessairement avec les éléments sur lesquels le doyen Belaïd a fondé son travail. D'autre part, il est tout à fait clair que seul le doyen Belaïd et le professeur Mahfouz ont affiché leur opposition au projet présidentiel présenté au peuple, alors que tous les autres membres n'ont pas fait montre de leur opposition au projet présidentiel. Donc, il faut toujours relativiser les choses. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Je laisse mon contradicteur continuer. Allez-y, Atem Nafti. Alors, en fait, il y a plusieurs points à dire. Donc, je suis désolé, mais encore une fois, revenons aux définitions. La dictature, ça consiste à donner à une personne ou un groupe de personnes un ensemble de prérogatives très très importantes sans contrepartie. Donc, il va être très difficile d'expliquer que le texte présenté par le président qui lui consacre une impunité totale, y compris dans des cas qui étaient prévus dans des constitutions antérieures, comme l'intelligence avec l'ennemi, comme la haute trahison, comme le viol de la constitution, tout ça saute. C'est-à-dire on confie les clés, mais vraiment c'est au sens romain du terme. La dictature romaine, c'était ça, c'est confier les clés à quelqu'un pour un mandat sur une durée donnée et lui donner un blanc-seing pour tout. Alors, non seulement on fait ça, mais en plus, on joue avec la notion de péril imminent qui a permis de faire tout ce qui a été fait depuis cette année pour prolonger indéfiniment le mandat présidentiel. Donc, au nom d'un péril imminent, le président peut déclencher un état d'exception non borné dans le temps, dont lui seul a la possibilité de définir le moment de sortie. Donc, nous avons de tristes souvenirs avec des pays aussi démocratiques que la Syrie d'El-Assad ou l'Irak de Saddam Hussein ou même l'Égypte où l'état d'urgence est resté 30 à 40 ans, permettant justement au président de la République de se maintenir. Donc il est évident que le texte présenté est une dictature pour lequel il n'y a pas le moindre équilibre entre les forces. Juste sur l'article 80 justement de la Constitution de 2014 en cas de péril imminent. Sur cet article qui reste donc dans les textes, est-ce qu'il y a des garde-fous ou pas, Adnan Limam ? Des garde-fous par rapport à l'actionnement de l'article 80 ou de son équivalent dans l'actuel projet de constitution, vous voulez dire ? Oui. En vérité, sur le plan strictement constitutionnel, il n'y a pas de garde-fou. C'est au président que revient l'appréciation du péril imminent et de la mise en œuvre de cet article qui, je crois, est devenu l'article 96. Auparavant, dans le cadre de la Constitution de 2014, c'était la Cour constitutionnelle qui contrôlait l'existence de ce péril imminent et la fin des conditions qui le constituent. Mais dans la nouvelle version, ce contrôle a été supprimé. Donc c'est au président de la République d'apprécier. Mais il faut mettre tout ça aussi, il faut contextualiser tout ça, parce que la Tunisie traverse une période délicate. Il ne faut pas faire abstraction des dangers réels que traverse le pays et qui sont en relation avec l'existence de la section tunisienne des frères musulmans
que constitue le parti Ennahda. On va parler des frères musulmans, du parti Ennahda aussi, hein, c'est la bête noire du président Kais Saied. Juste cette question finalement, Atem Nefti, puisque cette nouvelle constitution, elle doit consacrer le retour d'un régime présidentiel. Est-ce que cela va permettre à la Tunisie de tourner la page d'une décennie finalement de déception après la révolution de 2011 ? Alors, je ne suis pas d'accord pour parler d'un régime présidentiel. Il s'agit d'un régime présidentialiste. Dans un régime présidentiel, le Parlement a un rôle très important de contrôle et il y a une séparation franche entre les deux pouvoirs, législatif et exécutif. Là, le président peut contourner à sa guise, notamment par le moyen de référendum plébiscitaire. Il peut contourner à sa guise le Parlement. Donc, si une loi ne passe pas, il peut toujours passer par un référendum plébiscitaire. Et là, on voit pendant cette campagne référendaire que les deux camps ne jouent pas à armes égales, c'est-à-dire il y a des violations de la loi qui sont parfaitement tues, notamment l'affichage publicitaire qui est interdit même par la loi qui a été édictée par Kais Saied, et on laisse faire. Donc on va aller vers des régimes qu'on a connus, par exemple, vu qu'on est en France, qu'on a connus sous le Second Empire, par exemple, où effectivement on avait un parlement croupion et on communiquait directement avec le peuple pour faire voter les lois qui nous arrangent sans le moindre contrôle. Donc non, on n'est pas dans un régime présidentiel. Un régime présidentiel peut être démocratique. On est dans un régime présidentialiste et pour moi, c'est assez important. Quant à cette histoire de Cedric Blade, je voudrais quand même en dire un mot. Mon contradicteur a encore une fois brandi la carte du danger des frères musulmans qui a servi à toutes les dictatures et en plus qui s'est retourné contre ceux qui la défendent. En 91, Ben Ali a fait ça, il s'est retourné après contre l'opposition démocratique. En 2014, Béchir Essebsi a promis d'en finir avec les frères musulmans et s'est allié à eux. Et là, donc, au nom de la lutte contre les frères musulmans, on donne une constitution qui ouvre, dont les frères musulmans n'ont jamais pu rêver, c'est-à-dire on consacre la charia, on va pouvoir limiter les libertés au nom donc du rôle qui revient à l'État de mettre en œuvre les principes de l'islam, qui est un euphémisme pour parler de la charia. Et Kais Saied, je suis désolé pour les personnes qui se donnent la peine d'écouter ce qu'il dit, il est au moins autant conservateur et réactionnaire que sur les sujets de société et sur le rapport à la religion. Tout à l'heure, justement, vous parliez des frères musulmans, justement, cette reformulation des rapports entre l'État et l'islam. Est-ce que cela vise précisément les frères musulmans et le parti de mouvance islamiste Ennahda ? Écoutez, pour bien comprendre ce problème qui est assez particulier, assez singulier, il faut rappeler que, en fin de compte, le dernier mot reviendra au peuple. Il ne faut pas oublier cela. Le 25 juillet, nous avons un référendum populaire. Nous n'allons pas assister à un passage en force ou à une consécration unilatérale de la Constitution. Nous allons qu'est-ce que ça va changer le fait un référendum constitutionnel. Donc, qu'est-ce que ça va changer justement de retirer cette référence à l'islam comme religion d'État et inscrire la Tunisie dans l'Oumma, c'est-à-dire la nation islamique. Une minorité en Tunisie qui cherche à retirer toute mention de l'islam dans le projet constitutionnel. Et cette infime minorité qui est représentée par le doyen Belaïd et par le professeur Mahfoud, cette infime minorité a insisté pour retrancher toute mention de l'islam dans le projet constitutionnel. Et cela est tout à fait contraire à l'opinion dominante dans la population. Et c'est ce qu'on va voir le 25 juillet. Si cette mention... si le projet de Belaïd avait été accepté tel quel par le président, une très large majorité de l'opinion publique se serait retournée contre le président parce que la Tunisie a ses spécificités, sa propre personnalité civilisationnelle dans laquelle l'islam et l'arabité jouent un rôle important. Ce ne sont pas les deux seules dimensions
qui alimente sa personnalité, mais ça joue un rôle très important. Donc, juste, je voudrais vous entendre justement sur Ennahda, les frères musulmans. Est-ce que vous pensez que justement le fait de redéfinir les rapports à l'islam, ça va jouer contre le parti Ennahda? Non, je ne pense pas. Encore une fois, on présente Kais Saïed comme quelqu'un d'opposé aux frères musulmans, ce qui reste à relativiser. Il a un problème avec les partis politiques en soi et pas du tout avec le parti Ennahda. Preuve en est, pendant l'écriture de la première constitution, à chaque fois que Ennahda avait besoin d'experts en droit constitutionnel, elle appelait les plus conservateurs, à la tête desquels il y a Kais Saïed. Donc malheureusement, nous avons, et je le dis avec beaucoup de peine, nous avons une élite qui est prête à tout accepter du moment qu'on lui promet, même pas qu'on le fait, qu'on lui promet d'écarter Ennahda. Ce qui s'est passé avec Belaïd est très important. Belaïd, je pense que le président n'a pas découvert que Belaïd était un séculariste assez avancé, donc en lui confiant les clés, il savait très bien qu'il connaissait ses positions, il ne peut pas faire mine de découvrir. Toujours est-il que, contrairement à ce que raconte mon contradicteur, y compris dans la version de Belaïd, il y avait évidemment la référence à l'islam, donc il n'a pas du tout expurgé de la référence à l'islam. À ma connaissance, personne ne veut d'un pays hors sol. Donc ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que cette élite dont parle mon contradicteur est effectivement très, très influente, notamment par rapport aux pays occidentaux. Kais Saïed s'est servi d'Emin Mahfouz et de Cedric Belaïd pour pouvoir assurer et pour pouvoir aussi donner des garanties pour dire, parce qu'ils ont validé tout ce qu'il a fait, ils ont validé le coup d'État, ils ont validé le fait qu'un décret présidentiel passe au-dessus de la révolution, au-dessus de la Constitution, qui est un non-sens qu'un élève en première année de droit est capable de dire. Ils ont tout validé, la mise au pas du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant 9 mois, ils nous ont expliqué que ce qu'il a fait est très bien. Donc aujourd'hui, quand ils s'en viennent nous raconter que oulala, c'est très grave, et nous allons vers une dictature. Je suis désolé, la dictature elle y est depuis 1 an. Encore une fois, la dictature au sens romain, c'est-à-dire une personne qui a l'essentiel des droits. Ils ont validé ça et donc aujourd'hui ils sont totalement décrédibilisés. On va regarder peut-être un sondage qui montre quand même que Kais Saïed bénéficie d'une certaine popularité. C'est un dernier sondage d'Emerald Consulting qui est daté du 2 juin, qui a été commandé par Business News et Atesia. Selon ce sondage, donc le président de la République, Kais Saïed, resterait en tête des intentions de vote pour la prochaine présidentielle avec 70% des intentions de vote. Adnan Limam, ça reflète, comment vous expliquez, vous, cette popularité du président Kais Saïed? Est-ce que c'est significatif vis-à-vis justement du référendum constitutionnel à venir le 25 juillet? Bien évidemment, le référendum constitutionnel du 25 juillet va être un moment de vérité. De toutes les façons, c'est le peuple qui est le véritable détenteur du pouvoir constituant originaire. Il suit Kais Saïed qui, justement, face à une certaine élite politique que Kais Saïed rejette, que le peuple tunisien rejette aussi? Une élite, il faut déterminer avec précision les termes. Il s'agit de ce qu'on peut qualifier d'establishment. Le président Kais Saïed est en guerre ouverte contre l'establishment en général, c'est-à-dire contre toutes les composantes qui ont profité du dilettantisme et du blocage de l'État sous l'empire de la Constitution de 2014. De toutes les façons, la parole reviendra au peuple et c'est le peuple qui décidera si oui ou non il accepte la Constitution telle que la lui a présentée Kais Saïed. Tout le reste ne compte pas en fait. Si l'on est animé d'un esprit véritablement démocratique, nous devons accepter le verdict du peuple. Sinon, nous balançons vers un régime oligarchique qui fait la part belle aux élites et qui leur donne les clés de l'État et le peuple n'a qu'à
qu'à se plier à la volonté de cette oligarchie. Nous allons cette dernière question pour conclure, finalement, si le oui l'emporte le 25 juillet, quelles sont les perspectives pour la Tunisie? Quels sont les changements à venir à Temnafti? Alors, donc le président est tellement sûr de son coup que l'article 139 de la Constitution ne prévoit même pas un refus de la Constitution. Encore une fois, le fait de recourir à un référendum, ça a été effectivement l'œuvre de grands démocrates tels que Louis-Napoléon Bonaparte ou Adolf Hitler, désolé pour ce point Godwin. Effectivement, il faisait avaliser tout ça par le peuple. Encore une fois, on ne joue pas à armes égales. On a notamment les médias publics qui sont vraiment sous la coupe et qui travaillent pour le président de la République. Donc, quand les jeux sont biaisés, moi je pense que Ben Ali n'avait pas forcément manipulé les élections. Quand on joue à armes tellement inégales, quand on ne donne pas les garanties pour que les deux voix s'entendent de la même manière, quand des partis d'opposition essayent d'organiser des meetings et qui se font caillasser, c'est le cas du parti libéral FR, qui a accepté de jouer le jeu, qui s'est inscrit dans la campagne avec le non, on lui a juste interdit d'accéder, donc de présenter sa propre parole. Donc non, je suis désolé, quand on est dans ce rapport tellement inégal, on peut pas considérer que c'est la parole du peuple. Ce qui serait intéressant, ce serait de voir combien de personnes Juste 10 secondes pour conclure, Adam Limam. Pour conclure, Adam Limam, on n'a plus le temps. Allez-y. Pour conclure, je dirais que il y a un juste retour des choses. C'est le peuple qui est souverain, tel que le prévoit la Constitution, et ce peuple va s'exprimer librement. N'en déplaise à ceux qui en doutent, va s'exprimer librement le 25 juillet et sa décision sera la décision de dernier ressort pour accepter ou rejeter ce texte constitutionnel controversé. Voilà. Merci beaucoup à vous, Adnan Limam. Merci également à vous, Atem Nafti. Merci. Retrouvez AfriConnect, le débat sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect, le débat sur RT France.